Bonjour à tous, Maxime avec vous. Aujourd'hui, la question du jour. Qu'est-ce qu'un consensus? Avec les crypto-monnaies, la blockchain et tout ça, on a la notion de consensus. Pourquoi? Parce que c'est des réseaux qui sont décentralisés. Par décentralisé, je veux dire que c'est pas exécuté seulement sur un serveur central ou une entité, dirigée par une entité, mais bien sur plusieurs personnes, plusieurs entités, des milliers même, à travers le monde. C'est ce qu'on appelle décentralisé. Tout comme ce que j'explique dans le guide pour comprendre les crypto-monnaies et la blockchain. Ce que ça l'amène comme défi, la décentralisation, c'est que il faut que le réseau puisse s'organiser de par lui-même pour s'entendre sur quelles actions sont prises et dans quel ordre qui sont prises. Donc, tous les acteurs doivent s'entendre sur une même vérité. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un consensus sans trop rentrer dans le détail et vous expliquer comment fonctionnent les trois consensus les plus populaires en crypto-monnaie. Pour bien imaginer ça, on va faire des petits dessins. Je vais tout d'abord commencer pour expliquer le consensus Proof of Work. C'est le consensus le plus répandu. C'est celui-là aussi également qui est utilisé par Bitcoin. Ce consensus-là, il est énergivore. Il coûte plusieurs millions de dollars par année en énergie. Mais dans un autre côté, il a fait ses preuves. Car c'est le premier qui a été mis en place par Bitcoin. Et il est en place depuis 2009. Donc, il a fait ses preuves à travers le temps. Et c'est quelque chose, c'est un consensus qui est pratiquement impossible à pirater. Imaginons qu'on a une blockchain et qu'on est rendu à créer le bloc numéro 22. Comme je disais, c'est un réseau qui est décentralisé. Je vais juste dessiner un ordinateur. On a des ordinateurs qui sont interreliés un peu partout dans le monde et qui se communiquent entre eux pour s'entendre sur le contenu du prochain bloc. Et pour ça, le protocole Bitcoin a fait en sorte pour que ça soit dur à pouvoir créer un prochain bloc pour justement créer de la compétition naturelle comme ça. D'où vient le côté énergivore. C'est des super ordinateurs qui ont de la grosse puissance de calcul pour pouvoir compétitionner entre eux et qui consomment beaucoup d'électricité. Grosso modo, on utilise ici, pour le code Bitcoin, le SHA-256. Ça, c'est un type d'encryption. En fait, une méthode de hashage. Donc, le hash, c'est une fonction qui prend un paramètre, exemple, un chiffre ou une lettre, et qui donne en retour une série de chiffres et de lettres, dans ce cas-là, qui est 64 de long. Pour bien illustrer comment ça fonctionne, je suis sur le site SHA Online et on peut choisir la méthode de hachage qu'on veut. Dans notre cas, je vais prendre le SHA 256. C'est la même méthode qui est utilisée par Bitcoin. Dans le contenu d'une transaction, on a, en fait, j'ai écrit Bob et Alice, mais en fait, ça serait les adresses qui sont les adresses publiques avec la quantité de coins qu'on veut transférer avec un numéro variable. Donc si je clique sur hash, on voit que coup après coup, si je reclique encore, on voit que ça donne toujours le même résultat. Pour varier la difficulté, Bitcoin va toujours demander une quantité de 0 pour commencer le résultat du hash. Pour une difficulté facile, on va demander seulement quelques zéros, par exemple, je sais pas,
6-0 pour commencer. Et si la difficulté a besoin d'être augmentée, ça se fait automatiquement aux 10 minutes à chaque bloc. On va augmenter le nombre de zéros demandés pour qu'un bloc soit valide. Donc pour changer le contenu, pour avoir le nombre de zéros demandés par le réseau, on peut jouer avec le chiffre ici, le chiffre variable. Donc je vais essayer avec le 2. On va tester. Là, ça commence par 3. J'essaie le 3. Le 4. Bon, je vous ai épargné toutes les combinaisons, mais c'est sur le chiffre 67 que j'ai réussi à avoir un résultat de hash commençant par 1, 0. Vous comprendrez que si je veux avoir une combinaison qui commence par 6, 0, ça prend énormément de guess. Et tout ce calcul, ça prend du courant et ça prend de l'énergie pour pouvoir réussir à trouver la combinaison gagnante, disons. Ou plutôt une combinaison qui est valide pour pouvoir greffer à la chaîne de blocs. Et ça, c'est fait exprès, comme je vous disais, pour limiter le plus possible la concurrence. C'est comme ça que Bitcoin fonctionne. Il crée de la compétition et s'ajuste aux 10 minutes selon si la compétition est féroce ou pas. C'est fait exprès pour gérer la concurrence. Parce que si c'est trop facile, il peut y avoir trop de combinaisons, comme il pourrait avoir un bloc 22 ici, qui est autant valide que celui-ci, qui a une méthode de hachage avec exemple 6-0 pour débuter, et lui aussi, qui a été créé par ce mineur-là, et ce mineur-là qui a créé le bloc 22, en noir. La règle est simple. La chaîne gagnante, c'est celle la plus longue. Donc si ici on continue, on réussit à créer un bloc numéro 23 valide, et que on crée aussi un bloc 24, mais le bloc 22 n'a pas réussi à suivre, il devient donc invalide et il arrête sa vie là. Et c'est celle-là qui prévaut. C'est la chaîne qui gagne, la chaîne la plus longue. Les mineurs sont récompensés par les frais de transaction et des bitcoins qui sont créés pour les mineurs justement, qui sont tout fraîchement créés. Donc vous comprenez le principe, c'est des énigmes. L'énigme est résolue par des méthodes de hachage et les blocs sont ajoutés, c'est la chaîne la plus longue qui gagne. Et c'est voulu que ça soit difficile, que ça soit des énigmes qui sont difficiles à résoudre, justement pour éviter qu'il y ait des chaînes qui deviennent rapidement trop longues et qu'on pourrait se ramasser avec plusieurs chaînes et ça serait la catastrophe. Maintenant, on va passer au deuxième consensus que je voulais vous parler. Le consensus Proof of Stake. Au lieu d'avoir des mineurs, on a des validateurs. Donc le réseau, il contient des validateurs au lieu des mineurs qui vont faire sensiblement le même travail, mais qui vont être moins énergivores. Et ces validateurs-là vont devoir mettre en garantie ce qu'on appelle stake. Leur coin du réseau. D'où vient le Proof of Stake. Donc, imaginons qu'on a une chaîne de blocs encore et qu'on a le numéro 21, comme tantôt. Et pour créer le bloc numéro 22, c'est les validateurs qui vont vérifier si la personne a assez d'argent, assez de coins en fait, pour pouvoir effectuer la transaction. S'il a assez, il va pouvoir l'ajouter à la chaîne de blocs. C'est comme s'il plaçait un pari sur le fait que la personne détient bien assez de coins pour effectuer la transaction. Donc, ce qu'il met en garantie,
c'est que la personne a suffisamment de fonds. Vous comprendrez donc que les validateurs ont intérêt à ce que le réseau fonctionne comme il faut et qu'il ne fasse rien qui mènerait à mal la sécurité du réseau et l'intégrité de cette blockchain. C'est pas un consensus qui est parfait parce que il y a rien de parfait dans les consensus qu'on voit actuellement, mais c'est un consensus qui est de plus en plus utilisé et d'ailleurs Ethereum compte l'utiliser avec sa mise à jour de Casper. Ça, c'est quelque chose qu'on doit suivre. Le troisième et le dernier consensus qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Dedicated Proof of Stake. C'est grosso modo le consensus Proof of Stake qu'on vient de voir, mais avec des validateurs qui sont dédiés, d'où le Dedicated. Donc les validateurs, c'est en fait qu'on appelle des producteurs de blocs. Je vais prendre l'exemple sur EOS. Je vais vous expliquer le Dedicated Proof of Stake inclus dans EOS. On a 21 producteurs de blocs qui sont élus par les gens qui détiennent des jetons EOS. Les élus changent dynamiquement et pour créer la chaîne de blocs, c'est les producteurs à tour de rôle qui vont créer quelques blocs, un à la suite de l'autre, pour mettre à bien l'exécution des transactions. Pour récompenser les validateurs ou les producteurs de blocs, c'est des jetons EOS qui sont créés et qui sont envoyés aux producteurs pour leur travail accompli. Donc vous comprenez que les utilisateurs du réseau qui transfèrent d'une personne à l'autre n'ont pas de frais de transaction. Ils sont récompensés, les producteurs sont récompensés par ce qui est créé nouvellement, ce qui amène la gratuité pour utiliser le réseau. Je rentrerai pas dans le détail pour EOS parce que on pourrait en parler longtemps, mais vous comprenez que la différence avec Proof of Stake et Dedicated Proof of Stake, c'est que les personnes sont choisies, c'est certains validateurs qui sont choisis et non monsieur et madame tout le monde. Par contre, n'importe qui peut donner sa candidature, entre guillemets, pour devenir producteur de blocs. Il faut simplement qu'il récolte assez de votes pour pouvoir se hisser dans le top 21. En espérant que j'ai été assez clair dans mes explications, je vous annonce également que j'offre maintenant le service de consultation privée. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Si c'est des problèmes techniques que vous avez ou n'importe quoi d'autre, je suis là pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi télécharger le guide pour enfin comprendre la blockchain et les crypto-monnaies. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cryptophile parce que vous allez définitivement recevoir d'autres contenus intéressants comme celui-ci. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.